Je tiens à remercier le professeur Farge pour son accueil ici, pour son invitation, et puis tout le groupe MATEC également. Donc je vais vous parler d'une pathologie qui n'est pas une maladie auto-immune, mais qui est une dysimmunité. Et dans ce contexte-là, je pense que voilà, ça peut être une histoire qui peut être intéressante. Donc nous allons parler des cellules souches mésenchymateuses issues du cordon ombilical, principalement celles issues de la gelée de Wharton. Et on va essayer de raconter l'histoire depuis le laboratoire, les études précliniques, jusqu'au lit du patient. On n'y est pas encore tout à fait, mais on espère qu'on va y arriver. Donc je vais faire un tout petit rappel sur le choc septique. Je ne suis pas réanimateur du tout, donc c'est vraiment juste pour resituer le contexte pour tout le monde. Donc au point de départ du sepsis et du choc septique, il y a une infection avec un agent pathogène, et c'est la réponse en fait immunitaire de l'hôte, la réponse inflammatoire, qui va être complètement disproportionnée et qui va conduire à terme à des défaillances d'organes et à un risque vital pour le patient. Et c'est effectivement un réel problème de santé publique, puisque le taux de mortalité du choc septique est actuellement proche de 50%, 46% des patients décèdent, c'est la 11e cause de mortalité. Récemment, en 2016, il y a eu une conférence de consensus des réanimateurs qui a redéfini ce qu'était le choc septique. Et donc, effectivement, c'est un sepsis pour lequel on a une pression artérielle qui est inférieure à 65 mm de mercure malgré le remplissage vasculaire et une lactatémie supérieure à 2 mmol par litre. Donc, c'est à cette condition-là qu'on peut dire qu'on a affaire à un choc septique. Alors, la physiopathologie du choc septique est extrêmement complexe. Elle a été définie une première fois avec d'abord une phase pro-inflammatoire, enfin très inflammatoire, et puis une phase d'immunodépression. Aujourd'hui, on sait que c'est vraiment un modèle complètement dynamique avec une inflammation qui est complètement concomitante d'une immunodépression très importante. Donc en fait, on a effectivement au préalable, en premier lieu, donc cette hyperinflammation, donc liée à la réponse inflammatoire qui est faite suite à l'entrée de l'agent pathogène, une activation leucocytaire extrêmement importante avec une infiltration leucocytaire très forte, une sécrétion de médiateurs pro-inflammatoires avec énormément de cytokines pro-inflammatoires, une altération de la microcirculation et pour finir en fait une défaillance d'organes, des désordres de la coagulation, une hypotension et une fuite liquidienne vers en dehors des compartiments vasculaires. Parallèlement à ça, et de manière complètement concomitante, on assiste à une immunodépression avec une apoptose des cellules de l'immunité adaptative, une anergie également de ces cellules-là et un phénotype anti-inflammatoire, que ce soit des macrophages, qui se met en place. Aujourd'hui, quel est le traitement du choc septique ? En fait, il n'y a pas de traitement spécifique du choc septique. C'est uniquement un traitement symptomatique, c'est déjà très bien, avec une réanimation, des antibiotiques et l'injection de catécholamine avec un remplissage vasculaire pour permettre de maintenir cette pression artérielle. Plusieurs thérapeutiques ont été testées, énormément dans le choc septique, et notamment beaucoup de thérapeutiques purement anti-inflammatoires ou extrêmement anti-inflammatoires, notamment les anti-TNF-alpha. Et à chaque fois, ça a été un échec cuisant, probablement parce que justement, cette inflammation, il ne faut pas l'inhiber complètement, mais la moduler. Et puis très certainement parce qu'il faut aussi s'attaquer au versant immunodépression. Donc quel pourrait être le traitement optimal face à cet état d'hyperinflammation et cet état d'immunodépression? Eh bien, ce serait d'avoir une thérapeutique qui permette de moduler l'inflammation sans l'inhiber et puis de réduire cet état d'immunodépression. Alors peut-être que c'est là que les cellules souches mésenchymateuses deviennent intéressantes parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Elles possèdent effectivement un double phénotype. Donc je reviens pas sur tout ce qui a été dit sur les cellules souches mésenchymateuses, ça a été très très bien présenté avant. Donc je partais du principe que toutes ces données-là auraient été présentées, donc ça a été le cas. Mais juste, je vais m'intéresser au double phénotype. Donc lorsque effectivement on a vu que on a dit déjà préalablement que les CSM, lorsqu'elles rentrent
elle s'adapte au contexte inflammatoire ou anti-inflammatoire qu'elle rencontre dans l'organisme quand elle rentre dans l'organisme. Et effectivement, lorsqu'elles sont en présence d'un contexte très inflammatoire, type TNF-alpha interféron gamma, elles adoptent un phénotype capable de sécréter un certain nombre de facteurs immunomodulateurs, donc c'est le phénotype MSC2, et diminuent ainsi l'inflammation en diminuant la présentation par les cellules dendritiques, en diminuant l'infiltrat leucocytaire et en favorisant les phénotypes de macrophages anti-inflammatoires. Lorsque ces cytokines pro-inflammatoires sont très très peu présentes, voire absentes, eh bien, les CSM adoptent un phénotype pro-inflammatoire, ou qu'on peut dire booster de l'immunité. Certes, elles agissent sur l'inflammation, mais elles vont agir aussi sur l'immunité cellulaire en permettant l'augmentation notamment des cellules Th1. Donc, avec ce double phénotype, on peut imaginer que, puisqu'on a besoin d'un traitement qui soit à la fois anti-inflammatoire et à la fois booster de l'immunité, on pourrait avoir, avec le phénotype MSC2, la possibilité de diminuer l'inflammation dans le choc septique, avec le phénotype MSC1, la possibilité de maîtriser cette immunodépression. Alors, il y a un certain nombre d'études précliniques qui ont été réalisées chez la souris, souvent dans différents modèles de choc septique chez la souris, à ce stade-là, ces différents modèles, et qui ont pu montrer, en fait, effectivement, qu'il y avait, grâce aux cytokines, une maîtrise, une modulation de l'homéostasie cytokinique, avec une diminution des cytokines pro-inflammatoires et une augmentation des cytokines anti-inflammatoires, une maîtrise aussi de la charge bactérienne, avec soit de manière directe avec la synthèse par les CSM de peptides antibactériens, tels le LL37 ou l'epsidine, ou alors de manière indirecte par une augmentation de l'activité phagocytaire, donc des cellules phagocytaires, macrophages ou neutrophiles. Et enfin, troisième effet, c'est la diminution de l'infiltrat leucocytaire au niveau des tissus, ce qui contribue à diminuer l'inflammation tissulaire. Ces trois effets des CSM montrés dans différentes études chez la souris ont pour conséquence de diminuer la défaillance d'organes et donc d'améliorer la survie des souris. La majorité des études qui ont été publiées, en tout cas jusqu'à 2016, sont des études qui ont été réalisées avec des CSM de tissus adultes, d'origine adulte, donc moelle osseuse, qui est le gold standard, ou tissu adipeux. Et donc, nous nous sommes posé la question de la source de cellules souches mésenchymateuses. Ça faisait un petit moment au laboratoire qu'on travaillait sur les cellules souches de Gelée-Doirton et on a voulu regarder si elles pouvaient avoir un intérêt. Donc ça, c'est des rappels des propriétés globales des CSM. Et les CSM de Gelée-Doirton, elles présentent un avantage d'être relativement immatures, donc de pouvoir proliférer un petit peu plus longtemps en culture avant d'atteindre cette fameuse sénescence qui a été évoquée tout à l'heure. Une plasticité accrue. Elles sont surtout, en termes de thérapeute cellulaire et de production beaucoup plus simple à collecter. Le sourcing est beaucoup plus simple et elle présente évidemment peu de problèmes éthiques. Donc, au regard de tous ces avantages, on s'est intéressé à ces cellules. Et puis, sur le plan des propriétés immunomodulatrices, nous, on avait pu montrer qu'il y avait une expression d'HLA-G qui était plus intéressante, plus importante. Et donc, à ce titre, elle pouvait avoir des propriétés immunomodulatrices intéressantes. Donc, on a initié une première étude chez la souris, dans un modèle donc de choc septique de la souris, comparant les CSM de moelle osseuse avec les CSM de Gelée-Doirton. Donc, le principe était d'induire un choc septique chez la souris par c'est le modèle CLP, c'est comme ligature et ponction, et d'injecter à J1 de ce choc septique soit du PBS, donc c'est le groupe contrôle, soit des cellules souches mésenchymateuses de Gelée-Doirton, soit des cellules souches mésenchymateuses de moelle osseuse. À J2 et J7, les souris étaient sacrifiées pour mesurer faire un compte bactérien, donc mesurer la charge bactérienne, et puis évaluer le trafic leucocytaire au niveau des organes et les cytokines qui pouvaient être présentes. Donc si on regarde, je vais vous montrer que quelques résultats de cette étude, on va dire les plus probants. Si on regarde la charge bactérienne, eh bien, on a pu constater que cette charge bactérienne, que ce soit pour les bactéries aérobies ou anaérobies, était diminuée en présence de CSM, que ce soit de Gelée-Doirton ou de moelle osseuse. Par contre, cette différence ne s'avère significative avec le groupe contrôle que lorsque l'on a des CSM de Gelée-Doirton.
Sur le plan du trafic leucocytaire, donc je vais me concentrer sur les neutrophiles ici, dans différents organes, foie, poumons, rate et moelle osseuse. On a pu constater que dans ces 3 organes, les CSM, quelle que soit leur origine cette fois-ci, permettaient une diminution significative de l'infiltrat de neutrophiles au sein de ces organes. Sur le plan de la survie, donc nous avons mené une étude de survie qui a un design un tout petit peu différent de ce que je vous ai présenté tout à l'heure, parce que cette fois-ci, après, même pratiquement de façon concomitante au fait que les souris aient reçu les CSM ou le PBS, elles recevaient des antibiotiques dans l'idée, d'une part, de coller à la vraie vie de ce qui se passe en réanimation où les patients reçoivent de toute façon des antibiotiques, mais surtout parce qu'il y avait une étude publiée en 2015 par Alcayanga Miranda qui montrait que il y avait un effet synergique cumulatif des antibiotiques avec les CSM. Et donc, on a pu observer, du coup, le groupe PBS, qui est ici en noir, n'a pas une mortalité ultra sévère puisque toutes les souris reçoivent des antibiotiques, mais on a pu constater que l'administration de CSM permettait d'améliorer la survie des souris et que seule l'administration de CSM de Gelée-Dwarton permettait d'avoir une différence significative avec le groupe de souris recevant du PBS. Donc cette étude chez la souris, il y avait évidemment d'autres manipulations, mais que je n'ai pas rapportées ici pour être assez rapide, nous a permis de valider que, au minimum, les CSM de Gelée-Dwarton donnaient un résultat comparable à ce qui avait pu être montré jusqu'ici avec les CSM de moelle osseuse, et que même on avait l'impression qu'on avait un effet, si ce n'est supérieur au CSM de moelle osseuse, en tout cas qui s'avérait à chaque fois significativement différent avec le groupe PBS qu'on ne retrouvait pas avec les CSM de moelle osseuse. Donc à l'issue de cette étude où on a validé la source, on a voulu tester dans un modèle de choc septique, un modèle animal de choc septique, plus proche de l'homme, l'impact sur les paramètres hémodynamiques des animaux. Et donc on est parti sur un modèle de choc septique chez le cochon, donc animal relativement proche de l'homme en général, au niveau des paramètres hémodynamiques en tout cas. Donc ces animaux ont été, ces cochons ont été, on a réalisé en fait, on les a intubés, ventilés, etc., puisqu'ils ont été sous réanimation permanente pendant 24 heures avec un réanimateur présent tout le temps. Et on a ensuite induit un choc septique en faisant une péritonite et en injectant les selles des cochons. Et on a ensuite, au bout de 4 heures après l'induction du choc septique, administré les CSM de Gelée-Dwarton à la dose que l'on préconise chez l'homme de 1 million de kg. Ou alors, dans le groupe contrôle, on a administré le véhicule de ces cellules qui était du Voluvène, donc qui est de l'HES, de l'hydroxyéthylstark amylon. Ensuite, les paramètres hémodynamiques ont été contrôlés toutes les 2 heures, comme un patient en réanimation, et des prélèvements sanguins ont été effectués toutes les 4 heures. À l'issue des 24 heures, les cochons ont été sacrifiés. Le choc septique était relativement sévère et les cochons n'ont pas reçu d'antibiotiques pour une raison simple, c'est que le réanimateur ne pouvait pas rester au-delà de 24 heures à côté du cochon, donc il fallait que l'étude soit relativement rapide malgré tout. Donc, je montrerai que quelques résultats, mais qui sont relativement probants. Donc, en vert, vous avez l'effet des CSM de Gelée-Dwarton et en noir, c'est le PBS. Et donc, ici, vous avez la pression artérielle. Et ce que l'on constate, en fait, c'est qu'au cours du temps, on a un maintien de la pression artérielle chez les cochons qui sont traités par les CSM de Gelée-Dwarton. Et ça se traduit par l'administration de catécholamine retardée à des doses moindres aux cochons qui ont reçu les CSM de Gelée-Dwarton. Donc ça, c'est le premier point, maintien de la pression artérielle. Un des deuxièmes points, c'est que les CSM de Gelée-Dwarton ont contribué à protéger les organes sur le plan fonctionnel. Donc je vous montrerai ici les poumons, mais on a des résultats similaires sur les reins. Et donc au niveau des poumons, on a pu montrer un maintien du rapport PaO2 sur FiO2,
Donc ça diminue beaucoup plus tard. Et si on regarde au niveau anapathe, on voit qu'on a un infiltrat inflammatoire qui est réduit dans les poumons des cochons traités, comparé au contrôle, et on a un œdème qui est diminué. Et sur le plan du score histologique, on a, même si ça n'est pas significatif, on a un score qui semble diminuer bien plus faible. En termes de survie, donc on a pu voir que tous les cochons du groupe non traité sont décédés dans les 24 heures. Et par contre, il restait 60% des cochons traités en vie à 24 heures. Donc la différence n'est pas significative parce que nous avions un nombre de cochons limité, 6 par groupe, mais la différence semble quand même intéressante. Donc, à l'issue de ces 2 études précliniques, chez la souris et chez le cochon, on a réalisé également une étude préclinique réglementaire et on a conçu un essai clinique dans le choc septique avec des CSM de gelée de Wharton. Donc, il faut savoir qu'il y a 3 essais cliniques, il y en a même un 4e chinois qui a été publié, mais 3 essais cliniques qui ont été rapportés, un de phase 1 par la société Tigenix avec des CSM de tissu adipeux et 2 de phase 1-2 avec quelques patients, un russe et un canadien, et qui sont essentiellement des essais de tolérance avec et très peu de patients, en tout cas insuffisamment de patients pour pouvoir montrer une efficacité dans une pathologie comme le choc septique où les études nécessitent beaucoup de patients. Et donc, avec notre réanimateur, le professeur Sébastien Gibaud, nous avons construit donc un essai de phase 2A comparatif en double aveugle, avec dans l'idée d'inclure 60 patients, 30 patients qui seraient traités avec des CSM de gelée de Wharton et 30 patients traités par le véhicule des cellules, donc voilà, un placebo. Le principe de l'essai, c'est que les patients sont randomisés et inclus dans l'essai et randomisés dans les 12 heures qui suivent l'administration de catécholamine. Donc, en fait, l'administration de catécholamine signe le début du choc septique. Et donc, dans les 12 heures qui suivent, ils doivent être randomisés dans l'essai. Inclus dans l'essai, et la randomisation entre groupe traité et groupe contrôle se fait juste après pour que l'on puisse traiter les patients dans les 12 heures qui suivent. Donc au total, il s'écoule 24 heures entre le début du choc septique et l'administration du traitement. Et les patients sont évalués sur le score de SOFA, donc qui est un score de défaillance d'organes, qui mesure la défaillance d'organes et des données biologiques également. Les patients qui peuvent être inclus dans cette étude sont des patients en choc septique depuis moins de 12 heures, donc principalement des hommes au-delà de 18 ans et des femmes au-delà de 65 ans. Alors je dis tout de suite pourquoi, parce que j'ai déjà eu la question. En fait, tout simplement parce qu'on n'a pas le temps de faire un test de grossesse à ces patientes-là et qu'il ne fallait pas prendre le moindre risque en recherche clinique. Donc on s'est mis à un moment où la femme ne peut pas avoir d'enfant, et un consentement signé. Alors par le patient, ça peut paraître un peu compliqué, mais par l'entourage, la famille autour. Cet essai a été donc déposé à l'ANSM et autorisé. Donc, j'ai mis une petite dia de thérapeute cellulaire pour montrer comment nous allions produire ces cellules. Donc, aujourd'hui, l'essai a été autorisé au statut de MTI-PP, donc médicament de thérapie innovante préparé ponctuellement. Donc on part du cordon ombilical, donc on travaille, on a des conventions avec les maternités. Ce cordon est découpé en petits morceaux et ces petits morceaux sont placés dans des flasques à couvercle qui se referment hermétiquement, donc permettant en fait, une semaine après la mise en place, de pouvoir retirer ces morceaux une fois que les cellules souches mésenchymateuses ont migré à partir des explants, c'est ce qu'on appelle la méthode des explants, ont migré à partir des explants et ont commencé à adhérer au plastique. À partir de là, donc sur ce P0, il y a à peu près 3 à 4 semaines de culture pour obtenir environ 80% de confluence sur les boîtes. Les boîtes sont trypsinées, donc les cellules sont décollées, lavées, réensemencées en P1 dans des cell stacks, puis au bout d'une semaine, même processus, réensemencées en P2 dans des cell stacks, et on pousse jusqu'au P3, où là, on a à peu près 12 cell stacks pour avoir une quantité suffisante de cellules pour pouvoir, avec une production, traiter 2 patients. C'est ce à quoi on s'est engagé auprès de l'ANSM. L'ensemble des cultures sont faites en lisa plaquettaire,
avec 5% de lisa plaquettaire. À l'issue, les cellules sont cryopréservées et donc nous sommes à cette étape en fait de production pour l'instant de, alors je ne vais pas appeler ça vraiment une banque, mais en tout cas des médicaments pour le traitement, puisque comme vous l'avez vu, une fois que les patients sont randomisés dans l'essai, enfin inclus dans l'essai et randomisés, on a très peu de temps pour réinjecter les cellules, donc il faut qu'elles soient prêtes, on doit juste décongeler et envoyer sur le centre. Donc en conclusion, nous avons fait une première étude chez la souris montrant en fait que les CSM de Gelée-Douarton étaient au moins aussi efficaces dans le choc septique dans ce modèle murin CLP que les CSM de moelle osseuse. Donc ça nous a permis de valider cette source de CSM de Gelée-Douarton. L'étude chez le cochon nous a permis d'être sur un modèle animal proche de l'homme et nous a permis de faire une étude focalisée sur les paramètres hémodynamiques et focalisée sur la dysfonction d'organes. Et ensuite, nous avons déposé le dossier à l'ANSM, obtenu l'autorisation et nous sommes à l'étape de production. L'étape suivante sera, lorsque les patients sont inclus, donc de décongeler ces poches, de les laver et de les envoyer sur les centres qui participent à l'essai clinique, les centres investigateurs. Bien sûr, il y a le CHU de Nancy, mais il y a aussi le CHU de Dijon et le CHU de Strasbourg. Les perspectives de ce projet-là, donc c'est vrai qu'on a évoqué le possible rôle MSC1, MSC2, l'action sur l'hyperinflammation, l'action sur l'immunodépression. On a, à travers les modèles précliniques qu'on a fait jusqu'ici, on a quelque part pu montrer la diminution de l'inflammation et l'impact positif sur la défaillance d'organes et la survie, mais on n'a absolument pas montré quoi que ce soit sur l'immunodépression. Donc l'idée, là, c'est un projet d'ANR qu'on a déposé, c'est de pré-orienter des CSM de Gelée-Douarton, soit au phénotype MSC1, soit vers le phénotype MSC2, à terme de disposer d'une banque, et puis de faire une médecine personnalisée, c'est-à-dire en fonction de l'état du patient, eh bien, lui injecter un peu plus de MSC2, un peu plus de MSC1, voilà, selon l'état du patient. Bien sûr, on n'en est pas là, évidemment, et tout cela nécessite d'une part de savoir orienter correctement les cellules, et donc c'est un des volets, un des work packages de l'ANR, mais de savoir aussi, de disposer aussi de biomarqueurs chez le patient nous permettant d'identifier dans quel état immunitaire il se trouve pour pouvoir recevoir tel ou tel phénotype de CSM. Et enfin, parallèlement à ça, on met en place une étude, on souhaite mettre en place une étude in vivo chez la souris. Alors dans un modèle murin de choc septique, mais surtout l'équipe avec laquelle on collabore, ils ont un modèle murin d'infection secondaire, de réinfection, puisque les animaux et les patients se trouvent en immunodépression, ils peuvent se réinfecter secondairement à un choc septique. Et donc là, c'est un modèle d'infection secondaire dans lequel on pourra tester justement si le fait d'administrer des CSM de phénotype MSC1 permet de protéger de ces infections secondaires. Je tiens à remercier toutes les personnes qui travaillent, qui ont collaboré sur ce travail. Je voudrais surtout souligner l'importance du docteur Caroline Laroy, qui a été étudiante en thèse et qui a produit l'ensemble de ces résultats et qui maintenant est assistante hospitalo-universitaire à l'UTCT, donc dans mon unité, et qui travaille maintenant à l'essai clinique. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.